c'est pas pain de mie, c'est pandémie. C'est une putain de pandémie. On va tous mourir. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Virus. Merci à vous d'avoir survécu pour continuer à nous écouter. Nous commençons tout de suite cette émission. Décidément, les Parisiens n'arrêteront jamais de râler. Ceux qui se sont enfuis à la campagne pour le confinement râlent parce que les locaux les détestent légitimement. Ceux qui sont partis à la mer râlent parce que l'accès aux plages est interdit par les préfets. Et ceux qui sont restés à Paris râlent parce que la campagne arrive chez eux. C'est le journal Le Parisien qui nous apprend la terrible nouvelle. Il flotte dans l'air de la capitale une odeur de campagne. Et d'interroger des riverains qui ressentent une gêne face à cette odeur pas banale et s'interrogent. Je cite. Ça sent l'épandage. On pointe beaucoup la pollution automobile, celle des industries et actuellement aussi la pollution liée au chauffage. Mais alors pourquoi la pollution agricole est-elle si peu mise en avant et sans qu'aucune mesure ne soit prise ? Fin de citation. On se fait pas chier à acheter des apparts dans le 11e à 15 000 du mètre pour sentir le pécor, merde. Ce phénomène est dû à un grand vent d'Est qui pousse les odeurs des champs de Seine-et-Marne vers l'ouest et ne trouvant aucune odeur urbaine en obstacle, arrive jusqu'au museau délicat de notre chère lectrice du Parisien. Pauvre petite chatte, ça sent pas bon le lisier ? Eh oui, une fois que tu as retiré la pollution de l'air parisienne due aux bagnoles et aux usines, il reste l'odeur des champs où de courageux agriculteurs ne passent pas leur journée à faire des stories pour informer leur communauté de l'horreur du confinement dans un duplex en télétravail. Eux, ils sont dès l'aube sur le pont pour faire en sorte que les Français aient de quoi bouffer. Et au lieu de les remercier comme il se doit, tu te plains encore ? Tu devrais les applaudir à tes fenêtres comme les médecins et les pompiers. Cela fait plusieurs années que le Parisien casse les couilles de tout le monde dans le monde rural. Chassé de Paris par le prix de l'immobilier ou simplement à la recherche de maisons secondaires, ils s'installent dans le périurbain pour se ressourcer avec la terre qui ne ment pas. Ils veulent se libérer les porcs. Mais oh malheur, que c'est nul la campagne. Les tracteurs font trop de bruit et salissent les routes. Les coqs se lèvent vachement tôt, les grenouilles croassent trop près de la maison, les chasseurs se baladent armes au bras, et il n'y a pas de naturalia dans le bourg. Non contents de se désoler, ils estiment avoir le droit de donner leur avis. Les tribunaux sont encombrés d'affaires surréalistes, où sur le banc des accusés se retrouvent Maurice le coq qui chante trop fort, ou Tonio le chien du voisin qui aboie, voire les cloches de l'église qui sonnent trop tôt. À tel point qu'une loi est passée pour défendre le bruit et les odeurs de la campagne. Chirac aurait adoré. Souhaitons que ça continue à puer le lisier à Paris et que les urbains écolos véganes à cheveux bleus soient obligés d'aller ramasser les tomates dans les champs comme au temps béni de Mao Tse-tung. Ça leur apprendra à fermer leur gueule et à découvrir qu'il y a une vie au-delà du périph'. Vie qui, si elle s'arrête, les tue beaucoup plus sûrement que le coronavirus. C'est maintenant l'heure des actualités. L'actualité de ce mardi 31 mars. Protection. Le baby-boom post-confinement est en bonne voie avec le risque de pénurie mondiale de préservatifs. L'usine de Malaisie qui produit le plus gros stock est à l'arrêt. Si tout le monde fait un effort, la population sera au même niveau après le Covid qu'avant. Merci la Malaisie. Jean-Michel Jarre. Alors que tout le monde ne parle que de masques et de bière, les sons et lumières sont toujours en vogue au Moyen-Orient. L'Iran et l'Irak se chatouillent toujours et l'Arabie Saoudite doit intercepter 2-3 missiles de temps en temps. Ça doit être joli vu d'une fenêtre en plein confinement. Cohérence. Le gouvernement est logique dans sa démarche. La lutte contre le coronavirus a commencé par des affichettes dans les aéroports avant de gentiment se durcir, petit mensonge après petit mensonge. Il est donc normal que la sortie du confinement se fasse progressivement, une option étudiée par nos ministres pour éviter une deuxième vague. Vivement le retour des affiches dans les aéroports donc. Japon. Le ministre de l'économie de la région de Hesse, en Allemagne, s'est suicidé, probablement à cause de la récession qui vient. Quand l'euro fait de toi un héros, ou pas. Limpide. Les entreprises sont responsables de la protection de leurs salariés, a déclaré Pénicaud. Mais il n'y a ni masque, ni gants, ni gel pour les caissières. Protégez-vous, allez au travail, mais restez confinés et ne sortez pas. Si seulement il n'y avait que des cadres en France. Télé-réalité. Chasser le naturel, il revient au galop. À défaut de bien gérer la casse aux États-Unis, Donald Trump est fier des audiences de ses points presse sur la crise sanitaire. Les habitudes ont la vie longue. Pragmatisme. Le roi de Thaïlande, Rama X, s'est confiné dans un hôtel en Allemagne avec un harem de 20 femmes. On ne sait pas s'il a pris sa femme avec lui. Espérons que le confinement ne durera pas plus de 20 jours, où il faudra qu'il passe commande.
Balance ton porc. Les Néo-Zélandais ont lancé un site pour dénoncer son voisin qui est pas bien sagement confiné. Le site a planté au bout de quelques heures en raison de l'afflux de dénonciations. Amalgame. Le gouvernement a mis en ligne une attestation de sortie spéciale avec de jolis dessins pour les handicapés, les illettrés et les étrangers ne parlant pas bien français. Pas sûr que ces derniers s'en servent beaucoup. Les premiers non plus d'ailleurs. Solidarité. Gérald Darmanin va lancer une cagnotte pour aider les entreprises en difficulté. Vous êtes donc invité à donner une partie de votre salaire déjà diminué pour aider les entreprises soutenues massivement par vos impôts, comme le CICE par exemple. Ça ose tout. Europe. À partir de mercredi, le port du masque va être rendu obligatoire en Autriche lors des visites en supermarché. Est-ce qu'on peut leur envoyer Sibeth Ndiaye pour qu'elle leur explique que ça ne sert à rien? Ou à défaut, qu'elle apprenne à s'en servir? C'est tout pour aujourd'hui. À demain pour une nouvelle chronique d'actu. Maintenant notre premier point politique avec une introduction thomiste. De notre monde bien mal en point, on a vite fait de perdre le sens de la vérité politique et d'accepter au moins pratiquement les principes erronés qui régissent actuellement la vie politique de notre pays. L'attitude nécessaire du militant dans une telle situation est la résistance, mais cette résistance politique exige la connaissance des principes de la politique. Saint Thomas d'Aquin est le docteur commun de l'Église, et son enseignement en matière politique demeure un moyen puissant de connaître et de conserver le sens de la vérité politique. Nous allons essayer d'exposer rapidement l'importance de la distinction de l'action politique et de la philosophie pour mieux les harmoniser. Il faut d'abord distinguer la science politique au sens strict, qui est une science pratique, de la philosophie politique, qui énonce les principes de la science politique. L'idéalisme philosophique a confondu ces deux sciences et a totalement flingué la compréhension de la question politique dans son ensemble. La science politique doit être possédée par le chef de la cité. Le philosophe, lui, énonce les principes de la science politique. Cela ne veut pas dire, comme l'a dit Platon, que le philosophe est le chef de la cité, mais c'est reconnaître la véritable nature de la politique qui est à la fois l'art de gouverner les hommes, c'est-à-dire de les conduire vers le bien politique, et la connaissance de la nature politique de l'homme et du bien commun politique. Pour conduire l'homme vers le bien commun politique, il faut connaître ce bien. Et comme il est rare d'avoir un chef philosophe, les deux ont leur rôle à jouer. Nous prenons ici le parti pris du réalisme philosophique, c'est-à-dire la capacité pour l'homme de connaître l'essence des choses, ce qu'elles sont. Nous nous opposons alors entre autres au kantisme, qui n'admet que des phénomènes et qui pense que la réalité est inaccessible. Le réalisme, dont nous ne démontrerons pas la pertinence ici, permet de bien hiérarchiser les sciences, ce qui est important. Prenons l'exemple d'une autre science pratique, un art, la poésie. La prof de français peut parler longtemps, elle connaît les théories de la poétique. Le poète n'a peut-être pas tout étudié, mais sait jouer avec, et quand il y déroge, sa poésie tombe à plat. C'est pareil en politique. Le philosophe va donner les règles en se basant sur le réel, donner les buts de la cité, le bien commun. Et le chef va mettre en œuvre son pouvoir pour y tendre. Le philosophe idéaliste, lui, va nier le réel. Il ne reste alors que le volontarisme, le bon plaisir, la dictature. Aucune question, aucun pourquoi n'a plus de réponse légitime. Ainsi, le chef qui gouverne les hommes ne définit pas le bien politique, mais le reçoit du philosophe. Cette distinction est importante, car elle exprime à la fois l'aspect spéculatif et l'aspect pratique de la science politique, et établit la subordination de la science politique comme science pratique à la philosophie politique qui va lui donner son principe, c'est-à-dire son but. Mais le philosophe, comme membre de la cité, est lui-même soumis au chef. C'est ce que le philosophisme n'admet pas, qui a voulu faire du philosophe la tête de la société politique. C'est le cas aujourd'hui de nos braves penseurs de BFM, qui déjà ne sont pas de grands philosophes, mais surtout qui pensent qu'avec de belles phrases, ils sont supérieurs aux hommes politiques, sans jamais produire d'actions concrètes. Or, il ne peut y avoir de vie humaine sans cité, ni de cité sans tête, mais il ne peut pas non plus y avoir une cité sans but. L'homme, animal social et politique, se rassemble ne serait-ce que pour survivre. Et animal rationnel, il ordonne les moyens de sa survivance sous la réflexion d'un philosophe. Ainsi, à l'école d'Aristote et de saint Thomas, il est important de bien dissocier les rôles pour mieux harmoniser la vie de la cité. La réflexion pure et déconnectée n'a aucune utilité en politique, mais l'action sans principe et sans fondement intellectuel n'est que la base d'une dictature, d'un activisme stérile qui n'a plus de but.
nous retrouvons notre rubrique cinéma quotidienne. Alors qu'il est sur le point de prendre sa retraite, Nathan Muir, vétéran de la CIA, apprend que son ancien élève et partenaire Tom Bishop a été arrêté en Chine. En effet, Bishop préparait une opération afin de libérer un détenu étranger sans le consentement de la hiérarchie. S'ensuit alors une lutte effrénée pour le presque retraité Nathan Muir. Il doit sauver la peau de son ancien camarade, abandonné par les États-Unis et entre les mains des Chinois. Les deux pays sont au bord d'une crise internationale. Spy Game a été réalisé par Tony Scott en 2001. Le réalisateur est le responsable de films américains complètement cultes, tels que USS Alabama, True Romance et bien sûr Top Gun. Il est le frère de Ridley Scott, grand cinéaste ayant signé de nombreux classiques. Pourquoi faut-il voir Spy Game ? Spy Game est un très bon film d'espionnage. Le duo Brad Pitt-Robert Redford marche très bien et est très efficace. C'est un véritable plaisir de suivre celui de Redford qui semble toujours avoir un coup d'avance. On sent qu'il est comme un poisson dans l'eau pendant tout le long du film. Malgré certaines situations dangereuses, il arrive à garder son sang-froid et sa classe d'une certaine manière. Celui de Brad Pitt, jouant un peu la jeune recrue, se pose trop de questions pendant les missions. Il se perd dans ses sentiments, ce qui peut le conduire à compromettre une mission. Là où le duo est très efficace, est qu'il montre parfois ses faiblesses, notamment à cause des caractères totalement différents entre les deux personnages. Le film est excellemment rythmé. Les scènes d'action sont bien montées et la musique du film accompagne très bien chaque scène. On est sur un mélange entre musique électronique et orchestre, ce qui rend le tout grandiose et à la fois moderne. Sur les décors, les costumes, le film est très réaliste. Chaque époque montrée est très bien retranscrite à l'écran. Sorti en 2001, le film n'a pas pris une ride, tous les effets spéciaux sont réussis et crédibles. Toutes ces qualités rendent service à un scénario que je trouve incroyable. En effet, le grand point fort de Spy Game est le scénario. Pour libérer son ami Bishop, Muir va devoir raconter toute l'histoire de leur duo au sein de la CIA. Dans le film, on alterne donc entre les manigances de Muir à la CIA et l'histoire du duo à travers la guerre froide. Chaque mission des deux hommes est très bien expliquée, que ce soit dans la guerre du Vietnam, au pied du mur de Berlin ou encore au sein de la guerre du Liban. Tous les enjeux géopolitiques, pourtant très complexes, sont intelligemment amenés par le film. On le doit beaucoup au dialogue, ou même une simple phrase peut devenir un élément clé du film. Spy Game est une réussite totale, un film diablement efficace. À mon sens, un seul visionnage ne semble pas suffisant pour comprendre tous les rouages et toute la subtilité de ce film. C'est l'alliance parfaite entre film d'action et film intelligent. Un excellent film américain que je vous conseille. Regardez Spy Game, regardez de bons films américains, regardez la filmographie de Tony Scott. Et nous continuons en musique. C'est aujourd'hui une musique malheureusement si peu connue que vous nous proposons que vous ne l'entendrez certainement que sur les ondes de votre radio pirate préférée. Pourtant, qu'est-ce qu'il est beau ce chant, et qu'est-ce qu'il fait du bien. Ce morceau est intitulé La fille des villes ou Landreau triste, d'un groupe dénommé Galadriel. Landreau est une danse bretonne du pays vantais. Ce morceau semble être extrait d'un album sorti en 1996 intitulé Chevalier d'Argan. Bref, Galadriel, si vous nous entendez et que vous voulez gagner un peu de pognon, venez nous vendre vos CD. Merci. Toi la diablesse quand je t'ai connu, tu aimais mes forêts, mes champs. Toi la diablesse quand je t'ai voulu, de moi tu voulais tant et tant. Moi la diablesse quand m'a connu, moi j'aimais tes forêts, tes champs. Moi la diablesse quand m'a voulu, de toi je voulais tant et tant. C'est l'endroit triste, mélancolique, l'endroit qu'on danse doucement. C'est l'endroit triste, mélancolique, l'endroit qu'on danse tendrement. C'est l'endroit triste, mélancolique, l'endroit qu'on danse doucement. C'est l'endroit triste, mélancolique, l'endroit qu'on danse tendrement. De la fillette aux cheveux bruns, je te parlais du chant du vent, de toutes les couleurs du printemps, tu regardais déjà au loin. Moi la fillette aux cheveux bruns, tu me parlais du chant du vent, de toutes les couleurs du printemps, je regardais déjà au loin. C'est l'endroit triste, mélancolique, l'endroit qu'on danse doucement. C'est l'endroit triste, mélancolique, l'endroit qu'on danse
dansait tendrement. C'est l'endroit triste, mélancolique, l'endroit qu'on danse doucement. C'est l'endroit triste, mélancolique, l'endroit qu'on dansait tendrement. Toi dans le foin, quand mon corps épousait le tien, j'étais certain que tu voudrais devenir mienne à tout jamais. Pourtant rappelle-toi dans le foin, quand mon corps épousait le tien, t'étais certain que je voudrais devenir tienne à tout jamais. C'est l'endroit triste, mélancolique, l'endroit qu'on danse doucement. C'est l'endroit triste, mélancolique, l'endroit qu'on dansait tendrement. C'est l'endroit triste, mélancolique, l'endroit qu'on danse doucement. C'est l'endroit triste, mélancolique, l'endroit qu'on dansait tendrement. J'ai voulu semer dans ta vie toutes les beautés de mon pays, mais dans ton cœur n'a germé que l'idée triste me quitter. T'as voulu semer dans ma vie toutes les beautés de ton pays, mais dans mon cœur n'a germé que l'idée triste de te quitter. C'est l'endroit triste, mélancolique, l'endroit qu'on danse doucement. C'est l'endroit triste, mélancolique, l'endroit qu'on dansait tendrement. C'est l'endroit triste, mélancolique, l'endroit qu'on danse doucement. C'est l'endroit triste, mélancolique, l'endroit qu'on dansait tendrement. Depuis le vent ne chante plus, les saisons n'ont plus de couleur. Mes forêts, mes champs j'ai vendus, le froid s'est glissé dans mon cœur. Depuis le vent ne chante plus, les saisons n'ont plus de couleur. Tes forêts, tes champs t'as vendus, le froid s'est glissé dans ton cœur. C'est l'endroit triste, mélancolique, l'endroit qu'on danse doucement. C'est l'endroit triste et mélancolique, l'endroit qu'on dansait tendrement. C'est l'endroit triste, mélancolique, l'endroit qu'on danse doucement. C'est l'endroit triste et mélancolique, l'endroit qu'on dansait tendrement. Lula lula la lula lulé, lula 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 lulé, lula lula la lula lulé, lula 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 lulé. Et maintenant notre deuxième point poétique, plus d'actualité. Reprise d'une tribune parue dans Braise Info. Réflexion. Ce que nous dit le coronavirus.
Ce que nous dit le coronavirus, c'est l'inanité de bien des existences, brisées tout à coup parce qu'en dehors de leur routine boulot-repos, nombreux sont ceux qui réalisent que trop de télé les emmerde, qu'ils n'ont aucun centre d'intérêt, et que le monde qui les entoure n'a pas de sens, qu'ils n'avaient jamais discuté avec leurs voisins ou observé leur environnement à tête reposée. Ce que nous dit le coronavirus, c'est que la modernité triomphante n'abolit pas la mort, et que la vie ne peut se résumer à consommer pour oublier la fragilité de notre existence. Lundi, une jeune femme attendait devant l'église de mon village, le chapelet à la main. « Je ne sais pas le dire », a-t-elle confié à ma mère. Eh bien, depuis que les sacristines se sont courageusement confinées, c'est elle qui ouvre et ferme l'église chaque jour et fait sonner les cloches à 17h pour appeler les villageois à prier la Vierge. Personne n'accourt pour le moment au son des cloches, mais l'insuccès de sa démarche ne la décourage pas. Cela restera pour moi l'épisode le plus émouvant de toute cette période. Ce que nous apprend le coronavirus, c'est que les épreuves accouchent toujours de très belles choses qui nous interdisent le désespoir. Ce que nous apprend le coronavirus, c'est l'impéritie coupable d'une partie des gens de droite qui conspuent Buzyn pour avoir mis une semaine à dire la vérité, mais qui s'étaient pressés comme des harengs pour se bercer de la tessiture de chat écorché de Villiers, lui qui a attendu des années pour cracher sur ceux auxquels il avait servi de caution nationale catholique, parce que, la généreuse retraite venue, il a senti, comme son frère, que puisqu'il était trop tard pour redresser la situation, le temps était venu de dire ce qu'ils avaient vu et d'en faire un business juteux. C'est leur veulerie absurde qui leur fait mépriser les gilets jaunes, mais qui les pousse aujourd'hui à acheter des stocks d'or, des fois que leur compte en banque serait bloqué. Ce que nous apprend le coronavirus, c'est que l'on peut confiner des peuples et créer un effet de panique justifiant une surveillance accrue pour un virus dont l'extrême dangerosité pour tout le monde n'est pas encore, quoi qu'on en dise, totalement avérée. Ce qu'il nous dit, c'est que les dirigeants s'en serviront de prétexte pour mieux nous fliquer, interdire l'argent liquide et contrôler nos déplacements, tout en favorisant l'invasion, évidemment. Ce que nous dit le coronavirus, c'est que la France porte en son sein des populations exogènes, françaises comme vous et moi, mais qui partent au bled quand elles ont peur ou se battent comme des sauvages pour 3 rouleaux de PQ. Ce que nous dit le coronavirus, c'est que quand elles tirent des feux d'artifice sur la police ou s'attaquent aux pompiers, on trouve des journalistes pour expliquer que c'est parce que leurs appartements sont trop petits pour supporter le confinement. Ce que nous apprend le coronavirus, c'est que les TPE et PME sont des facteurs de contamination trop importants ou qu'elles ne peuvent travailler faute de fournisseurs, mais que certaines multinationales comme Deliveroo ou McDrive peuvent continuer à tourner puisque, les concernant, la survie du pays en dépend. Ce que nous apprend le coronavirus, c'est qu'il existe une politique scientifique bien précise, selon laquelle le docteur Raoult est hérétique de facto et excommunié d'office par les Patrick Cohen, les Yves Lévy, Agnès Buzyn et Jérôme Salomon. Vous savez, Salomon, celui qui qualifie son inaction des dernières semaines en se réfugiant derrière l'expression bien commode de drôle de guerre. Espérons pour lui que l'issue en sera moins tragique que la précédente. Ce que nous apprend le coronavirus, c'est que Buzyn a classé dès janvier la chloroquine préconisée par Raoult comme substance dangereuse, alors qu'elle serait possiblement efficace contre le virus tant décrié. Ce que nous apprend le coronavirus, c'est que les experts cathodiques qui enseignent doctement à la télévision n'en sont pas. Ce que nous apprend le coronavirus, c'est que le capitalisme mondialisé s'apprêtait à vivre une énième crise et qu'un microbe aura suffi à la déclencher. La bonne excuse pour la suite. Ce n'est pas le système qui était mauvais, c'était la faute au virus. Qu'importe. Il est donc possible d'abattre ce système. Celui-ci le sait et nos libertés sont appelées à diminuer de plus en plus après la crise. Ce que nous apprend le coronavirus, c'est qu'en 2018, on pouvait encore fabriquer 200 millions de masques par an en Bretagne, mais que le repreneur Honeywell a délocalisé en Tunisie. Ce que nous apprend le coronavirus, c'est que tout notre matériel, masques, gel hydroalcoolique et gants, est fabriqué dans le pays d'où est partie l'épidémie. Ce qu'il nous rappelle, c'est que nos fusils d'assaut sont fabriqués par la nation avec laquelle nous avons le plus fait la guerre ces 150 dernières années. Ce que nous apprend le coronavirus, c'est que la 6e puissance planétaire se vante d'avoir le meilleur système de santé du monde, mais qu'elle n'a pas l'équipement médical nécessaire pour affronter la crise, parce qu'elle vient de passer 15 ans à sabrer le budget des hôpitaux et à gazer ceux qui dénonçaient cette aberration. Ce qu'il nous apprend aussi, c'est que les Français ont élu des gens dont la seule pensée était d'éviter le repli nationaliste, jusque dans leur pseudo-guerre contre le virus. C'est que ces gens sont des incapables notoires en plus d'être des pourris, qu'ils cafouillent sans arrêt, qu'ils paniquent comme des gamins pris en flagrant délit, qu'ils sont incapables d'avoir le même discours le matin que le soir, un discours qui parlerait au cœur des Français, qu'ils bafouillent des inepties technocratiques pour masquer leur incompétence chronique, encore et toujours. Ce que nous dit le coronavirus, c'est que pendant que les vieux meurent, on trouve le moyen de rallonger le délai légal pour avorter.
Leur morbidité est sans limite. Ce que nous apprend le coronavirus, c'est le niveau de perversité de nos dirigeants, leur connaissance du problème et l'art avec lequel ils l'ont mis sous le tapis, trop désireux de ne pas casser le mythe de leur mondialisation heureuse. C'est leur économisme béat qui prévaut sur la santé publique, c'est leur cynisme insolent qui consiste à expliquer que la crise n'était pas prévisible alors qu'ils savaient tout. Ce que nous apprend le coronavirus, c'est qu'il est plus que temps de nous débarrasser de cette clique tellement perverse qu'elle a peut-être même inventé cette crise en bloquant tout alors que ce n'était peut-être pas nécessaire. C'est que personne ne sait la vérité sur ce qu'il se passe, que toutes les hypothèses sont permises. Ce que nous apprend le coronavirus, c'est qu'il était possible de fermer les frontières. Mieux, qu'il était possible de les fermer avant. Ce que nous apprend le coronavirus, c'est que pour les maladies comme pour l'immigration, ouvrir les frontières oblige à se cloîtrer chez soi pour être en sécurité. Couverture internationale rime avec paranoïa congénitale. Ce que nous confirme donc le coronavirus, c'est la justesse des opinions nationales et localistes sur les ultralibéraux et internationalistes de tout poil. Ce que nous dit le coronavirus, c'est qu'une nation a besoin d'autonomie locale et de souveraineté nationale. Ce qu'il nous confirme, c'est le non-sens des politiques menées jusqu'alors sous l'emprise de la finance mondialisée. Ce qu'il nous dit, c'est l'urgence de dire la vérité aux Français. Ce qu'il nous ordonne, c'est de préparer l'après. La crise des Gilets jaunes n'était probablement qu'un gentil bal populaire comparé à ce qui pourrait arriver si, comme je le pense et l'espère, le coronavirus a grippé le système jusqu'au point de non-retour. Retrouvons un peu de légèreté avec la rubrique culture. Une précédente intervention sur Besançon, vous avez évoqué sa citadelle, où se trouvait d'ailleurs un zoo. Je vais vous parler aujourd'hui du constructeur, de l'inventeur de ces monstres de pierre et de stratégie, qui nous a cédé ce patrimoine architectural considérable. De sa genèse dans le Morvan jusqu'à sa fonction de jeune ingénieur ordinaire du roi, en passant par son appartenance à la révolte armée de la Fronde contre Mazarin, ce jeune homme a forgé les défenses de la France. Parce que la France de Louis XIV est une France belliqueuse. Le roi Soleil, c'est environ 50 ans à la tête de l'État, 5 guerres et 33 ans de conflits. Seul, face à l'Europe, Louis XIV va donc confier à Vauban la stratégie militaire de la France. Vauban est autant un preneur de place forte qu'un fortificateur. Place assiégée par Vauban est place prise. Place défendue par lui est imprenable, disait-on. Toute son œuvre sera aussi destinée à économiser les vies humaines, tant dans la prise des places fortes qu'en défense de celles-ci. Cet ingénieur de génie fortifie les frontières par une ceinture de fer. Il signifie aussi à Louis XIV qu'un royaume avec des frontières qui ne bougeaient pas trop souvent et qui en plus sont naturelles, allait faciliter la défense du royaume et donc la souveraineté du roi. C'est la fameuse théorie du précaré. On remarque d'ailleurs que les frontières n'ont pas trop bougé depuis, ce qui colle à son réseau de forteresses qui verrouille le territoire national. Devenu commissaire général des fortifications du royaume, il continue ses projets au service du roi Soleil. En effet, après les sièges de Tournai, de Douai et de Lille, qui confirment la notoriété de l'ingénieur, Louis XIV lui confie le soin d'édifier la citadelle de Lille, dite la reine des citadelles. Mais ces fortifications ne se limitent pas seulement aux frontières terrestres, mais aussi maritimes, avec Belle-Île par exemple. Au début du XVIIIe siècle, Louis XIV le nomme maréchal de France, et ça pèse, entre autres parce que c'est le premier ingénieur à avoir eu ce titre. En gros, le gars, il sort du Morvan de 1653 à 1703, il participe à environ 48 sièges, remanie 130 places fortes, construit une trentaine de places fortes là où il n'y avait rien. Mais Vauban n'est pas qu'un constructeur de Lego et un bon soldat. C'est aussi une grande gueule. La France, tout le temps en guerre, n'en peut plus des impôts et des taxes. La misère est palpable. Vauban s'oppose donc aux financiers et soutient le peuple en le défendant à travers des ouvrages conséquents. Il va même jusqu'à s'opposer à tort ou à raison contre la révocation de l'édit de Nantes, ce qui participe à le mettre en disgrâce. Une fois le confinement terminé, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pourrez aller aux Invalides, admirer le cœur de Vauban. Mais aussi, chose plus intéressante, vous pouvez aller contempler les maquettes des œuvres de ce haut personnage au musée des plans et reliefs. Nous poursuivons en nous échappant dans le Grand Ouest. Tout le monde connaît les célèbres vers de Joachim du Bellay, plus mon Loir gaulois que le Tibre latin,
plus mon petit lyrique que le mont Palatin, et plus que l'air marin, la douceur angevine. C'est cette douceur angevine, et plus précisément la douceur du Saumurois, que je vous propose de découvrir aujourd'hui. D'abord, petit rappel historique. Avant l'an 1000, Saumur est une place forte. La place forte du comte de Blois. Puis le comte d'Anjou s'en empare au XIe siècle. Il reste seul de cette époque l'abbaye bénédictine de Saint-Florent, qui est plus ancienne que celle de Fontevraud. Au XVIe siècle, la ville est une place protestante accordée dans le cadre de l'édit de Nantes, sous le commandement de Duplessis-Mornay. Grâce à lui, l'université protestante acquiert une renommée européenne. Durant les guerres de Vendée, tout de même, la ville est prise par les Blancs, le 9 et le 10 juin 1793. Mais il faut attendre le XIXe siècle pour que Saumur acquiert sa réputation grâce à son excellent mousseux qui, entre nous, est beaucoup moins amer que le champagne, et grâce à l'installation de l'école de cavalerie. Les célèbres cadets de Saumur ont surpris les Allemands par leur détermination lors de la Seconde Guerre mondiale, mais ça, tout le monde le sait. Un des ponts enjambant la Loire porte désormais leur nom. C'est cette même Loire qui est au cœur du paysage saumurois ainsi que son château. Savant mélange d'architecture médiévale et Renaissance, il domine la ville. Construit en plusieurs étapes, il a été récemment restauré. Imaginez le parfait archétype du château avec enceinte, tour octogonale, donjon, contrefort et rempart. Un vrai cliché. Détail intéressant, bien avant Léonard de Vinci, il possède un escalier à double révolution. Et oui, ce château, surnommé le château d'amour par René d'Anjou, il mérite une illustration dans les très riches heures du duc de Berry. On le remarque de loin grâce à sa pierre de tuf, qui donne cette lumière si douce au Saumurois. Si vous passez par Saumur, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à l'abbaye royale de Notre-Dame des Ardilliers, construite à la demande de Richelieu. Avant les Invalides, elle possédait la plus grande coupole de France. Surtout ne pas oublier les ruelles pittoresques du vieux Saumur, et, pour les passionnés ou non d'ailleurs, le musée des blindés qui est assez atypique, avec le Charles Leclerc qui en vaut le détour. Saumur, c'est aussi la ville du cheval, grâce aux écoles de cavalerie et au cadre noir qui lui offrent une réputation internationale. Et enfin, pour finir, quelques spécialités, comme les champignonnières installées dans les caves troglodytes qui produisent 80% des champignons de Paris, ou encore la célèbre route des vins, célèbre rue bien connue des Saumurois où l'on peut visiter des caves telles que Veuve Amiot, Bouvet-la-Dubé, Gratien-Meyer, l'Angle au Château, Ackermann, et j'en passe. Parce que la liste serait très longue. Pour résumer, une charmante ville de province, au milieu des vignes, où les habitants vivent au rythme de la douceur angevine, et qui donne son surnom à Saumur, la Belle Endormie. Aujourd'hui, une grande plume dans la rubrique littéraire. Maman va dérouiller, c'est sûr. De mon côté, je préfère personne. Pour les gueulements et la connerie, je les trouve pareils. Elle cogne moins fort, mais plus souvent. Lequel que j'aimerais mieux qu'on tue, je crois que c'est encore mon papa. Après le succès retentissant de Voyage au bout de la nuit, Céline entame très vite un nouveau roman. Ce sera d'abord Tout doucement, puis Chanson morte, qui donnera finalement Mort à crédit. Véritable suite de Voyage au bout de la nuit, Mort à crédit démarre pourtant avant, le 27 mai 1894 à Courbevoie. Ce roman explore l'enfance de l'auteur, le héros ne s'appelant plus Bardamu, mais Ferdinand, à l'instar de Ferdinand Céline. Céline aligne dans ce roman une galerie inégalable d'inadaptés sociaux. Les parents du héros, une grosse bourgeoise qui ne cherche qu'à se faire trousser, un savant fou qui fait pousser des patates à coups de kilowatts, je ne vous en dis pas plus. Chaque nouvelle apparition révèle un nouveau trait de caractère humain, une nouvelle surprise frisant l'absurde. Comme toujours avec Céline, la dimension autobiographique est toute relative. L'auteur a sélectionné quelques épisodes vécus en les dramatisant démesurément et en a bouleversé la chronologie au gré des nécessités de son récit. Un style inimitable. Vous ne trouverez pas dans Céline de la délicatesse ou de la logique, mais une véritable logorée verbale où la stupidité le dispute à la méchanceté gratuite. Mais Céline, c'est bien plus que cela. C'est aussi une mise à nu de notre vol humanité. Bref, si le confinement vous donne des envies de misanthropie, n'hésitez plus, Mort à crédit est fait pour vous. Nous enchaînons avec l'éphéméride du jour. Éphéméride du 31 mars. Pour cet exercice, nous nous sommes détournés du format habituel et avons décidé de ne pas approfondir plusieurs personnages et événements. Nous exécuterons cette tâche chronologiquement. D'abord, 31 mars 1147. Lors des célébrations pascales, Bernard de Clairvaux, qui deviendra saint au XIXe siècle, prêche si ardemment pour la seconde croisade que des morceaux de sa tunique lui furent arrachés afin d'en faire des reliques. Étant donné que cette année Pâques sera annulée, cela nous rappelle un peu l'évolution de la chrétienté, et du coup, on préfère faire l'impasse sur le sujet.
31 mars 1492. Le décret de l'Alhambra est signé. Sous l'égide d'Isabelle et Ferdinand, les libérateurs et unificateurs du royaume d'Espagne, les Juifs sont expulsés du royaume d'Espagne. Vous me direz, c'est pas très cool. Une année auparavant et par le biais d'un autre traité, celui de Grenade, leur liberté de culte et de circuler leur avait été garantie, et du coup, c'est un peu un coup de couteau dans le dos, mais vous n'y êtes pas du tout. En réalité, les souverains ont missionné un type pas très connu, Christophe Colomb, pour qu'il trouve aux Juifs une terre tranquille où ils pourront se couper le prépuce au calme, et comme je raconte n'importe quoi, je vais m'arrêter là. 31 mars 1814. Les troupes coalisées entrent dans Paris, et on veut en profiter pour dire deux choses. D'abord, quand on dit « elles entrent », c'est plutôt « elles envahissent », parce qu'elles sont pas vraiment là pour le shopping. Ensuite, ce sont les troupes coalisées de la 6e coalition, ce qui induit qu'il y en a eu 5. Et on a trouvé ça un tantinet exagéré. Du coup, on boude et on n'en parle pas non plus. Nous noterons simplement que c'est la dernière fois que la Suisse prendra part à une guerre avant d'acter sa neutralité. 31 mars 2002. C'est à cette date, à 16h32 exactement, que Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la République française, n'est pas mort. Il y a d'ailleurs tout un tas d'autres moments où il n'est pas décédé, et ça en devient assez vexant. Tandis que des gens meurent à peu près tout le temps, environ 110 milliards depuis la nuit des temps, Valéry Giscard d'Estaing, comme la reine Elisabeth, fait partie de ces gens qui refusent de passer l'arme à gauche. D'ailleurs, nous lançons une pétition officielle pour que la faucheuse pense au petit Valéry, parce qu'une telle longévité nous ferait presque croire à l'existence des vampires. Pour terminer, nous ne nous attarderons sur un hasard du calendrier qui fait que sont recensés dans Wikipédia 9 joueurs de hockey sur glace canadiens nés un 31 mars. Et franchement, ça fait pas mal. Chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse sur la blague du jour. Pour la petite blague du jour, je vous en propose une mignonne. Vous savez ce que fait comme bruit un poussin de 400 kg ? Non ? Piou, piou.